c'est parti pour la creepy story. Nous sommes le 12 juillet 2015, donc c'est une affaire très récente pour moi, dans le sens où elle est quand même pas si ancienne que ça. Il est 21h50 quand le train 4693, donc c'est le numéro du train, quitte Philadelphie, direction Atlantic City. Évidemment, notre histoire ne se passe pas en France, pas besoin de vous préciser que ce ne sont pas des pays de chez nous, des villes même. À son bord, les passagers du train, jusque-là je vous apprends rien, un conducteur expérimenté et un conducteur en formation, donc débutant. Il est 23h12 lorsque le train est toujours en circuit et va passer dans une zone très peu éclairée, à proximité d'un passage à niveau. Et c'est une zone qui est connue à cet endroit-là pour le train d'être très obscure, on ne voit pas trop ce qui se passe autour, et en plus, les rails, la voie est entourée de forêts, est entourée d'arbres. Donc, encore moins de visibilité. Il est 23h12 lorsque le train percute une jeune femme qui se trouvait sur les voies. Évidemment, la police est prévenue et se rend sur les lieux. Voici l'introduction, voici où démarre notre histoire. Et vous allez voir, ce n'est que le début. Je vais maintenant vous présenter, malheureusement, la victime. Donc cette femme qui s'est fait percuter par le train. Il s'agit d'une jeune femme de 18 ans qui s'appelle Tiffany Valiant. Alors je le prononce comme ça, mais ça reste un nom de famille et un prénom aux US, donc je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, donc désolée si je l'écorche. Donc c'est une jeune femme de 18 ans qui fait 1m88, donc elle est très très grande, enfin pour son âge du moins. Donc c'est une jeune femme qui va être décrite par sa famille, par ses amis, par l'entourage qu'elle fréquente, comme une jeune femme pleine de vie, lumineuse, souriante, très sportive, si bien qu'elle avait réussi à obtenir une bourse pour jouer au volleyball, avant-centre titulaire. Alors moi je vous avouerai que j'y connais pas grand chose en volleyball, donc je sais pas ce que ça vaut, mais visiblement c'est quelque chose qui était important pour elle et qui était très inhabituel, parce que c'était en première année universitaire et généralement, de ce que j'ai compris, c'est plutôt un poste qui est difficile à atteindre en première année. Donc toute sa famille était extrêmement fière d'elle, elle n'avait qu'une envie, c'est de commencer sa première année universitaire avec cette bourse parce qu'elle adore le volleyball, etc. Donc vraiment, pas d'ombre au tableau. Voilà, c'est une jeune femme qui est appréciée de tout le monde. Et au moment des faits, au moment de son décès, elle venait de mettre un terme à sa relation amoureuse avec une autre femme. Donc elle est comment je pourrais dire ça pour que ça passe bien, lesbienne tout simplement. Mais apparemment c'était nouveau. Quand je dis ça, c'est-à-dire que apparemment elle avait déjà plus ou moins fréquenté des garçons et que ça faisait très peu de temps qu'elle s'était mise à fréquenter des filles. Donc elle s'était mise en relation avec une fille avec qui ça s'était très bien passé. Pour X ou Y raison, elles se sont séparées en bons termes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, elles ne se sont pas fâchées. Elle continuait quand même de se donner des nouvelles. Et entre-temps, elle avait rencontré une nouvelle jeune femme avec qui elle a entamé une nouvelle relation. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a comme plan. Pas d'ombre au tableau, pas d'ennemis, pas d'histoire, pas de tromperie, rien. Voilà. La vie de Tiffany, pour le coup, est une vie très simple. Donc, voici qui est Tiffany, qui est notre victime de cette affaire. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant cet accident. Donc on est le dimanche 12 juillet 2015. Donc Tiffany habite dans le New Jersey. Et ce jour-là, il y a un repas qui est organisé parce que la cousine de Tiffany vient d'obtenir son diplôme. Donc ils sont tous réunis chez la cousine de Tiffany, ses parents, elle-même, etc. Ils font la fête, tout se passe bien, et à 21h15, Tiffany décide de rentrer, chose qu'elle va faire, et étant une grande sportive, elle va décider de rentrer chez elle en courant. Je ne ferai jamais ça. J'avoue qu'elle est très motivée parce que après un repas où potentiellement t'as bien mangé, bien bu,
faire un petit footing pour rentrer, faut vraiment être motivé. Bref. Et là, en fait, ce qui va se passer, et c'est là que les bizarreries commencent. Et vous allez comprendre pourquoi. Une amie de Tiffany appelle ses parents, notamment sa mère, et lui explique qu'elle a besoin de lui parler. Est-ce qu'ils peuvent la retrouver au domicile des parents de Tiffany? Donc, bah, évidemment, la mère de Tiffany dit, bah, ok, pas de souci. Donc, les parents quittent le repas familial, se rendent à leur domicile et donc trouvent Tiffany, leur fille, en train de se disputer avec cette fameuse amie qui l'accuse d'avoir fait un achat avec sa carte bancaire sur Internet. De ce que j'ai compris, c'était sur Internet. Tiffany, évidemment, elle dit que c'est faux, qu'elle n'a pas fait ça, qu'elle n'avait aucune raison de faire ça et que c'est pas elle, qu'elle comprend pas. Donc les parents arrivent dans une ambiance un petit peu bizarre et bon, l'amie, en fait, se fâche, décide de partir, donc elle prend sa voiture et s'en va. Donc évidemment, la maman de Tiffany lui demande ce qui se passe. Et là, en fait, Tiffany lui dit, bah, en fait, mon ami m'accuse d'avoir utilisé sa carte pour faire un achat sur Internet, pour avoir fait un achat. Je lui ai dit que c'était pas vrai, mais c'est vrai. J'ai utilisé sa carte sans son autorisation. Et là, bah, réaction, j'ai envie de dire, classique d'une maman où sa fille est un petit peu une voleuse, un petit peu bizarre, un petit peu, on peut dire ça comme ça, qui lui dit mais pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas trop, t'es pas du tout ce genre de personne-là. Pourquoi t'as fait ça à ton ami? Tu comprends bien que bah, je vais devoir en parler à ton père. Elle se fait gronder et c'est normal, j'ai envie de dire. Enfin, sa mère va pas lui dire ah t'as utilisé des sous de ton ami dans son dos, c'est bien. Donc en fait bah c'est simple, la mère rentre dans le domicile, parce que tout ça s'est passé à l'extérieur de la maison. Donc la mère de Tiffany rentre au domicile pour prévenir le papa de ce qui s'est passé, pour qu'il sorte et essaye de comprendre ce qui se passe. Le temps que la maman rentre dans le domicile et ressorte, Tiffany a disparu. C'est-à-dire qu'il s'est passé approximativement, selon les dires de la maman, à peine 1 minute. En 1 minute, Tiffany n'est plus là. Donc là, vous allez me dire, bah, elle n'a pas assumé, elle avait peur de se faire gronder, donc elle a préféré partir, elle voulait pas se confronter à ses parents, etc. Et c'est clairement l'avis que moi j'ai eu aussi. Je me suis dit, elle n'a pas disparu, c'est juste qu'elle ne voulait clairement pas se confronter à ses parents, elle avait peut-être honte de ce qu'elle avait fait, et peut-être que tout simplement elle s'est dit qu'elle allait marcher un peu, ou peut-être aller chez une autre amie, ou chez sa nouvelle petite copine, pour laisser la pression redescendre des deux côtés. Donc, il était 21h15 quand Tiffany est rentrée chez elle, approximativement. Elle a disparu à 21h28. Voilà, 21h28, il n'y a plus de Tiffany. Donc de là, ses parents bah, ne veulent pas non plus que leur fille traîne dans les rues, etc. Il est quand même tard le soir. Enfin, il est quand même tard, il fait nuit, donc ils se mettent à rechercher Tiffany dans les rues qui longent leur maison. Ils essayent de la contacter à plusieurs reprises. Ils préviennent des amis à elle pour voir si bah, elle est peut-être allée chez eux, etc. Personne n'a de nouvelles. Donc plusieurs personnes essayent de la contacter, l'appellent, lui envoient des SMS. Ses parents lui demandent de rentrer et lui disent qu'il n'y a pas mort d'homme, que ça va bien se passer, qu'il faut juste discuter de tout ça, etc. Mais elle ne répond pas. Et puis, à force de marcher, à un moment donné, son père se rend compte qu'il voit quelque chose dans l'herbe, sur le bas-côté, à quelques mètres de la maison. Et là, il retrouve le téléphone de Tiffany dans l'herbe. Et là, le père explique que bah, c'est carrément inhabituel parce que bah, comme la majorité des adolescents, et je suis la première à être comme ça alors que je suis plus adolescente, elle a son téléphone H24 avec elle, elle ne le quitte pas. Le père dira même qu'elle en est arrivée à acheter une petite housse étanche pour utiliser son téléphone sous la douche. Donc il dit, même fâchée, même sous le coup de la colère, elle n'aurait pas jeté son téléphone dans l'herbe. Donc c'est que soit elle l'a perdu sans faire exprès, elle l'a fait tomber sans s'en rendre compte, soit quelqu'un l'a jeté à sa place. Donc là, vous commencez à vous dire, bizarre. Déjà, elle a plus son téléphone avec elle. Il est 21h approximativement 30 du soir. Elle a plus de téléphone. Elle est toute seule dans les rues. Bon, pas dingue. Donc,
Là, le père commence à se dire, ok, il se passe un truc. Et là, il se rappelle, en fait, que le père a installé autour de la maison des caméras de chasse pour voir les animaux qui passent autour de la maison. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, mais c'est des caméras exprès pour qui détectent les mouvements, etc. pour voir les animaux qui passent autour de la maison. Et il se dit, tiens, je vais regarder si on voit Tiffany passer dessus. Et là, au prime abord, quand il va regarder une première fois les caméras, ce qu'il va voir, c'est Tiffany passer devant les caméras, mais rien d'inhabituel. Elle part en marchant, finalement. En fait, ce qu'on voit sur la caméra, c'est qu'elle part en marchant de chez elle, dans sa rue. Mais elle ne court pas, elle n'a pas l'air poursuivie, n'a pas l'air stressée, elle regarde pas derrière elle. Elle n'a pas un comportement qui est vraiment inhabituel, elle a juste le comportement de quelqu'un qui va marcher. Oui, qui va marcher, quoi. Comme quelqu'un qui a besoin de se changer les esprits un petit peu. Donc à ce moment-là, l'info que le père il a vraiment pour la suite des événements, c'est comment sa fille est habillée. Donc elle a un t-shirt noir avec un short blanc de sport et un bandeau dans les cheveux avec un chignon... Vous savez, les chignons touffus, quoi. Pas le chignon bien fait, quoi. Le chignon fait à l'arrache. Donc là, les parents, ils décident, pour l'instant, de ne pas prévenir la police, de ce que j'ai cru comprendre. Et ils vont contacter Michael, qui est, du coup, un des oncles de Tiffany. Donc le père va l'appeler et va lui dire, écoute, Tiffany a disparu. Est-ce que tu peux nous aider à la chercher ? Je ne sais pas où elle ne répond pas au téléphone. Est-ce que tu peux nous aider ? Donc évidemment, l'oncle, il va dire, oui, pas de souci, aucun problème. Donc lui, il va prendre sa voiture et se rendre plus ou moins dans des lieux où Tiffany, potentiellement, elle aurait pu aller. Pas vous mentir qu'il ne trouve rien, mais voilà, il se balade en voiture. Puis, il se retrouve au moment du passage à niveau, et en fait, si vous voulez, au niveau des voies, il y a un chemin de terre qui longe les voies, tout le long des voies, et en fait, il aperçoit au loin, sur ce chemin de terre, plein de lumière. Et donc là, en fait, il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, un policier va venir au-devant de lui et va les prévenir qu'une jeune femme a été percutée. Et que pour l'instant, eux, ils doivent juste attendre parce qu'en tant que police, ils ne peuvent rien faire parce qu'en fait, là, les personnes qui doivent s'occuper de ça, c'est la juridiction de la société de transport. C'est-à-dire que, si vous voulez, leur société de transport, elle a sa propre police. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas le droit d'intervenir parce que ça s'est passé sur leur rail. Donc ils sont obligés d'attendre, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas toucher à la scène du crime, ils ne peuvent rien faire, ni savoir essayer de chercher qui c'est cette jeune fille qui s'est fait renverser. Ils sont obligés d'attendre. Donc, bah l'oncle, il va pas se dire c'est ma nièce qui s'est fait renverser par le train, mais il va quand même en profiter pour lui demander est-ce que vous auriez vu... voilà, ma nièce passée, elle fait 1m80, il va de la détailler, comment elle est habillée, quelle taille elle fait, parce que c'est vrai que une jeune femme d'1m80 le soir seule sur le bord d'une route, c'est quand même quelque chose c'est pas quelque chose de commun. Donc c'est vrai qu'il se dit que peut-être le policier l'a vu en venant pour cette personne qui s'est fait percuter. Et là, en fait, bah, le policier, il lui dit non, mais il lui dit clairement qu'il pense que la jeune femme qui est sur les voies et qui est décédée peut potentiellement être sa nièce, et il lui demande est-ce qu'il serait capable de la reconnaître. Je vous fais pas un dessin que quand un corps se fait percuter, les amis, il n'est pas entier. Généralement, vous avez des membres qui se sont détachés avec la violence du choc, et donc c'est pas joli à voir. Donc l'oncle, il dit bah oui, pas de souci, et je pense que l'oncle partait vraiment, et dans son témoignage, je pense qu'il partait vraiment en mode je pense pas que c'est elle. Parce qu'elle n'avait rien à faire le long des rails, elle n'avait rien à faire à cet endroit-là qui, du coup, était quand même très loin de chez elle. Je vais vous montrer, j'ai réussi à screen le plan qui était, du coup, montré. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, vous avez la maison, donc ici, de Tiffany. Et l'impact, il s'est déroulé ici. Alors, je veux bien que quand on est énervé, les gars... On peut aller marcher un petit peu, faire un petit peu se promener, changer d'air, etc. Mais ça veut dire qu'elle aurait fait... Vous voyez, ça fait comme un triangle un peu. Elle descend, puis elle remonte tout, et elle va sur les voies. Concrètement, personne ne fait ça. Même quelqu'un d'énervé ne fait pas ça, et encore moins d'aller se promener le long des voies. Je veux dire, ça... Sauf, malheureusement, dans le cadre, potentiellement, de vouloir mettre fin à ses jours, mais là, visiblement, c'était pas le cas. Enfin... Tiffany n'avait pas de raison de le faire.
Donc, la police l'emmène jusqu'au lieu du drame et malheureusement, l'oncle sera obligé de confirmer qu'il s'agit de sa nièce. Donc, bah, malheureusement, la police lui dit que il faut aller prévenir la famille. L'oncle appelle les parents, leur dit écoutez, j'arrive à votre domicile, soyez présents, j'arrive. Et donc forcément, il arrive avec la police. Et de là, bah, il leur annonce que leur fille, bah, elle a été retrouvée, qu'il a retrouvé sa nièce décédée et qu'elle a été percutée par un train. Le choc est immense pour la famille parce que bah, ils se demandent tous comment c'est arrivé, pourquoi elle s'est retrouvée là-bas, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. C'est un mélange de douleur, d'incompréhension, de tristesse. Personne ne comprend ce qui s'est passé et comment une soirée a pu virer au drame en si peu de temps. Il y a encore quelques heures, tout allait bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand il découvre le corps de... Enfin, quand l'oncle découvre le corps de sa nièce sur les voies, il est 2h du matin. Donc vous imaginez, elle a disparu à 21h28, à minuit, enfin un peu plus du coup, à 2h du matin, elle est retrouvée décédée. En une soirée, tout a dérapé. Sans raison apparente, hormis ce petit clash avec son ami vis-à-vis du paiement qui a été fait et qu'elle aurait fait dans son dos, etc. Donc ce qui se passe, c'est que le 13 juillet 2015, donc le lendemain, les médias annoncent officiellement le décès de Tiffany dans les journaux, la presse, la télé, etc. en qualifiant ça d'un... Je peux pas dire le mot parce que ça passera pas sur YouTube, mais d'un vous avez capté. Alors que l'enquête est même pas encore finie, que le décès date que d'hier, il n'y a pas eu d'enquête de fait, donc les médias annoncent déjà le motif du drame sans même savoir réellement ce qui s'est passé. Et là, forcément, la famille, elle est déjà en train d'essayer d'encaisser que bah, leur fille, leur nièce, leur cousine est décédée, et en plus que les médias racontent tout et n'importe quoi. Bon, ceci dit, on est bien d'accord que ce n'est pas nouveau que les médias racontent n'importe quoi, mais les parents affirment tous, ils sont tous unanimes, que ce soit les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ses amis, elles n'étaient pas au point d'en vouloir... Enfin, elle n'était pas au bord du gouffre, au point d'en finir... Enfin, de mettre fin à ses jours. Tout allait bien dans sa vie. Elle commençait une nouvelle année à l'université, elle avait hâte. Le lendemain, donc le 13 juillet, elle devait faire une sortie avec ses amis. Je veux dire, quelqu'un qui veut en finir ne va pas prévoir d'activité avec ses amis, ne va pas préparer sa rentrée, parce que du coup, elle avait acheté tout ce qu'il fallait pour sa rentrée, elle faisait que en parler. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça ne correspond pas à un suicide. J'ai dit le mot, tant pis. Ça ne correspond pas à ça. La société des transports, du coup, va laisser sa propre police, du coup, faire l'enquête. Et le rapport d'enquête sera très rapide, pour la simple et bonne raison qu'ils vont dire que Tiffany s'est mise volontairement sur les voies pour se faire percuter. Ça revient à ce que, du coup, les médias disaient. Basta, fin d'enquête. Le rapport est fait. Tiffany s'est mise volontairement sur les voies pour se faire percuter. Basta, finito, pipo. Pas plus, pas moins, on cherche pas plus loin. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. D'habitude, c'est plutôt la police française qui est pas dingue. Mais là, je trouve que la police aux US, pas ouf. Après, c'est même pas la vraie police, c'est la police ferroviaire, finalement, un petit peu. On sent qu'ils avaient pas trop envie de se casser la tête. Pour eux, rare, je crois que c'est très très rare les accidents de train de ce genre dans cet endroit-là, sur cette voie-là. Donc je pense qu'ils se sont dit, concrètement, voilà, c'est une personne qui voulait mettre fin à ses jours, basta, elle s'est mise sur les voies et ça s'arrête là. Autant vous dire que la famille était fin heureuse, si bien que la famille en fait décide de contacter et d'engager un avocat pour les aider à faire avancer l'enquête, parce que pour eux c'est pas possible, et je pense que vous comme moi ça me paraît vachement rapide comme conclusion quand même. Donc ils sont obligés d'embaucher un avocat pour pas que juste l'histoire soit clôturée et que leur fille ça reste au stade de voilà, elle s'est tuée quoi. Donc là, ce que va faire l'avocat, c'est reprendre le rapport de la compagnie des transports, parce que forcément, vous doutez bien quand même que pour qu'il y ait cette conclusion, les conducteurs du train, parce que comme je vous le rappelle, il y en avait deux, un expérimenté et un débutant, ont été interrogés. Vous vous doutez bien.
Donc, le conducteur expérimenté va déclarer dans le rapport que Tiffany s'est jetée devant le train et qu'ils n'ont rien pu faire. Mais 6 jours après, sous serment, parce que vous savez qu'aux États-Unis, ils sont quand même très accrochés à ça, il va être réinterrogé et là, le conducteur expérimenté va donner une version différente. Donc, c'est-à-dire qu'il avait affirmé que Tiffany s'était jetée sur les voies et là, il va dire, je cite, « Je parlais au conducteur, je ne l'ai jamais vu, j'avais le dos tourné. » Donc, on passe d'un « je l'ai vu » à « je ne peux pas l'avoir vu ». Vous sentez déjà que ça commence pas bien. Et le rapport de la police ferroviaire, c'est basé sur le témoignage des conducteurs. Donc, c'est-à-dire que leur compte-rendu est faux. Puisque du coup, le témoignage de ce conducteur est faux. Ça commence pas très bien. Maintenant, le deuxième conducteur, donc l'apprenti conducteur, va être aussi interrogé et lui va dire la même chose, que malheureusement il n'a pas pu freiner avant parce qu'il a vu Tiffany au dernier moment quand le train lui est passé dessus. Et 10 jours plus tard, sous serment, lui aussi va dire, je cite, « J'ai vu quelque chose à environ 800 mètres de nous, puis 400 mètres, puis j'ai vu la personne bondir de la forêt jusque sous les voies. » Donc on passe à une femme qui était à côté des voies et qui se jette sous un train, à « je l'ai vu sortir de la forêt en courant et traverser les voies ». Vous êtes quand même d'accord que c'est pas du tout la même chose. Là, on passe de potentiellement quelqu'un qui a mis fin à ses jours à potentiellement quelqu'un qui fuyait quelque chose. Et qui malheureusement, je vais pas vous mentir, je pense que ça se calcule pas. Peut-être qu'elle était poursuivie, peut-être qu'elle avait quelqu'un qui essayait de l'agresser, ou pire, je vais pas vous mentir qu'elle était peut-être dans un état de folie, un état de peur, qu'elle a couru tout droit et que malheureusement elle a vu le train au dernier moment. Parce que certes le train fait du bruit, mais des fois le bruit peut vous faire croire que le train est très très loin, et au final il est pas si loin que ça. Donc là vous voyez déjà, pas dingue. Et là, du coup, il va y avoir l'intervention d'un médecin légiste qui, du coup, va être plus ou moins mandaté aussi par l'avocat pour savoir ce qu'il pense de ce qu'elle pense que c'est une femme de toute cette histoire. Et elle va clairement dire, parce qu'elle ne fait pas partie de la compagnie, elle, pour le coup, elle est hors de tout ça, elle va dire qu'elle comprend pas trop comment les enquêteurs, l'enquête en général qui a été faite par la police ferroviaire, se soit basée uniquement sur les dires des conducteurs. Sachant que c'est très compliqué. Est-ce que... Enfin, je veux dire, les deux, c'est quand même un choc. Ils ont renversé quand même une jeune femme. Forcément que des fois, tu te rappelles pas bien ce qui s'est passé. Tu vas hésiter. Tu vas peut-être avoir l'impression qu'il s'est passé ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, elle trouve ça bizarre. Enfin, elle comprend pas qu'on ait accordé autant de crédit à ces conducteurs de train. Et c'est tout. Il n'y aura pas plus d'enquête, c'est pas poussé plus loin. Pour elle expliquera que c'est absolument impossible, au vu de la vitesse du train, même s'il ne roule pas, c'est pas un TGV, mais ça reste un train quand même qui va vite. Ça reste très compliqué de savoir si Tiffany était déjà sur les voies, si elle a bondi sur les voies. Enfin, c'est très compliqué de pouvoir estimer ce qui a pu se produire. Et la question qui se pose, la médecin légiste, c'est est-ce que Tiffany n'était peut-être pas déjà sur les voies et qu'elle était peut-être déjà plus en vie à ce moment-là, au moment où elle a été percutée. C'est une possibilité envisageable aussi. Et donc, l'avocat va engager, donc l'avocat de la famille va engager un premier détective privé. Il me semble que dans l'enquête, il va y en avoir 2. Il va d'abord, du coup, engager un premier détective privé. Et là, le détective va commencer par un point qui n'est pas négligeable. Pourquoi Tiffany aurait marché si loin de chez elle, donc approximativement 2 km, même si Spino le fait, dans les bois, en pleine nuit, parce que je le rappelle, du coup, c'est des bois qui jonchent et la route et les voies. Alors que Tiffany, comme le dira sa famille et son entourage proche, avait extrêmement peur du noir. Je vais pas vous mentir, le détective, il dit déjà ça commence pas bien. Pourquoi
Elle aurait été marcher quand même si loin. On est bien d'accord que 2 km, c'est pas énorme, mais quelqu'un qui a peur, et moi je fais partie de ces personnes-là qui a extrêmement peur quand c'est des routes pas éclairées ou peu éclairées. Déjà, j'ai peur de sortir tout seul le soir, de une. Mais alors en plus, quand c'est en campagne, que c'est très peu éclairé et que concrètement, si on t'enlève ou quoi que ce soit, il n'y a absolument personne pour te voir ou ne serait-ce t'aider. Voilà, elle est comme moi. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit. Même fâchée, ça me viendrait pas à l'esprit. À tout casser, je marcherais dans le pâté de maison, ou j'irais chez une amie, ou je m'enfermerais dans ma chambre. Donc déjà, l'enquêteur, il se dit, pas terrible. Et là, on va avoir le début. Vous allez dormir très énervés ce soir, les amis, parce que nous allons commencer par une première constatation, non pas des moindres, c'est que la police ferroviaire n'a absolument pas, dès le début, balisé ni protégé la zone du drame. Donc c'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde, a pu marcher sur l'endroit où le corps a été trouvé. Il n'y a eu aucun balisage, rien, nada. Ça veut dire que tout le monde a pu marcher dessus, un promeneur, des animaux. Voilà. Déjà, même si le détective privé aimerait éventuellement peut-être pourquoi pas faire des recherches un peu plus approfondies sur la scène du crime, ça va être très compliqué hein, entre vous et moi, puisque du coup c'est complètement faussé, il y a 50 000 personnes qui ont marché dessus. Voilà, donc là on commence déjà, on se dit ok, police ferroviaire, pas dingue, pas ouf. Ensuite, la deuxième constatation de ce détective en regardant le rapport, etc., c'est qu'il n'y aura aucune enquête, aucune vérification de est-ce que ce n'est pas autre chose qu'un simple accident et qu'un simple sandwich. Voilà, on va dire ce mot-là, c'est bien, j'avoue, bien joué maudit. Personne va essayer de se dire, ok, peut-être que c'est autre chose, peut-être que ce n'est pas ce qu'on pense. Non, non, tout le monde va dire, j'ai l'impression, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai l'impression que ça leur convenait bien à tous. Ils se sont tous mis d'accord, c'était très bien. C'est le truc le plus classique. Ça s'arrête là. Pas d'enquête qui dure des semaines et des semaines. Voilà, je pense qu'ils se sont lavé les mains rapidement. Et là, le détective privé, parce que lui apparaît dans l'enquête, enfin dans le témoignage, dira que la police ferroviaire elle-même reconnaîtra ne pas du tout être formée ni habituée à gérer des affaires telles que celle-ci, puisque le peu de fois où ils ont eu à intervenir, c'était très clairement des sandwichs. Et que c'est très exceptionnel. Et qu'ils n'ont pas du tout les compétences pour gérer autre chose, concrètement une enquête une scène de crime. Concrètement, ils n'ont pas l'expérience ni les compétences. Donc ils vont quand même à demi-mot, ils vont pas le dire honnêtement, mais ils vont quand même dire à demi-mot que ils étaient pas trop formés pour ça. C'est-à-dire que potentiellement même des stagiaires en police auraient mieux géré ça. Après, je sais pas vous, entre vous et moi, même quelqu'un qui n'est pas du métier de police, qui n'a jamais géré d'enquête criminelle, je pense quand même qu'il faut pas avoir fait bac+5 entre tous les films qu'on voit à la télé, toutes les enquêtes, les machins, etc. Il faut pas avoir bac+5 pour savoir que dès le départ, il faut baliser une scène du crime, qu'elle le soit ou non, bref, une scène de drame, pour recueillir des éléments et ensuite faire une constatation. Mais bon, apparemment, ça leur a pas traversé l'esprit. Voilà, l'excuse c'est « Ah bah nous, on n'est pas habitué de gérer ça. » Du coup, bah effectivement, c'est possible qu'on n'ait pas trop bien géré le truc, quoi. Alors, moi, je me dis, je suis quelqu'un extérieur à l'affaire. Je suis à la place de la famille. Je pense que j'ai envie de mettre le feu au poste de police ferroviaire, hein, entre vous et moi. Et là, ils vont faire une autre constatation, c'est que déterminer un sandwich aussi vite, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'en même pas une journée, ça a été déclaré comme un sandwich, c'est impossible. Et le pire dans tout ça, et je pense que vous le savez, c'est que lorsque on déclare que c'est un sandwich, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien, il n'y aura pas de recherche approfondie, il n'y aura pas d'analyse ADN, il n'y aura rien, ça clôture l'enquête tout simplement. Donc c'est mort en fait. Ça tue
l'enquête complètement. Donc c'était une catastrophe. Et là, on va arriver sur des éléments que le détective a trouvé en regardant le dossier. Alors, donc, le premier élément, non pas des moindres, catastrophique, c'est que l'autopsie complète du corps n'a pas été réalisée. C'est-à-dire qu'on a autopsié visiblement que certaines parties, mais pas la totalité. Encore une fois, parce que c'est forcément un sandwich. Donc pourquoi se prendre la tête à regarder si elle a des traces de lutte, si elle a été peut-être attachée, si elle a peut-être été blessée, agressée. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Pourquoi faire? Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Je trouve ça vraiment pathétique. Deuxième, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Deuxième fait, ils ne vérifieront pas si Tiffany a potentiellement été victime d'agression. Vous savez de quelle agression je parle. Ce sera pas vérifié non plus. Pourquoi faire? Encore une fois, c'est un sandwich, on s'en fiche. Ok? Et là, vous allez me dire, attends, c'est pas possible. Troisième constatation du détective privé. Il n'y a eu aucun, quand je vous dis aucun prélèvement ADN de fait. C'est-à-dire que si jamais sur la scène du crime, il y avait un autre ADN que Tiffany, il n'a pas été prélevé. Et peut-être même que sur le corps de Tiffany, il y avait potentiellement l'ADN de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun prélèvement qui n'a été fait. Zéro, nada, que chi. Bon, bah là, tu dis ça commence à faire beaucoup, hein, quand même, pour des gens qui sont censés quand même gérer ce genre de situation, puisque c'est quand même leur... c'est arrivé sur leur voie, donc... Bon voilà, parce qu'il y a eu quand même un médecin dans la police ferroviaire, il y a quand même un médecin légiste, hein, entre vous et moi. C'est la même chose, c'est juste que c'est une police des transports. Il y a la police classique et la police des transports, mais ils ont un médecin légiste, etc. Ils ont les mêmes professions que dans une police normale. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un médecin légiste. Alors lui, ça va se demander s'il n'était pas en stage aussi et en formation. C'est très compliqué. Le médecin légiste d'ailleurs, aucune personne de la police ferroviaire n'interviendra dans ce reportage d'ailleurs. Mais ceci dit, le médecin légiste, il n'a pas été nommé. Et je pense qu'il vaut mieux pour lui parce que c'est un coup à ce que les parents... Enfin, moi, je suis les parents, je pense que... Voilà, je pense que je pèterai un petit câble, hein, vraiment. Alors par contre, ils font quand même un truc. Quand même, on va leur laisser ça. Ils ont quand même vérifié si Tiffany n'était pas alcoolisée ou droguée au moment de cet accident, du drame. Et là c'est pareil, ça, je vais pas vous mentir que bon, généralement, lorsque tu décides de mettre fin à tes jours, faut quand même... J'aime pas utiliser ce mot-là parce que le courage, c'est pas le mot, mais faut te donner un peu de courage, hein, parce que tu sais que tu vas faire quelque chose de... Voilà. Donc généralement, il y a des gens prennent des médicaments, vont boire de l'alcool, etc. Donc là, déjà, c'est pas forcément obligatoire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sandwichent sans avoir consommé quoi que ce soit. Mais disons que là, c'est pareil. Du coup, ça atteste encore une fois que c'est pas sûr que ce soit un sandwich, quoi. C'est encore une fois, ça va à l'encontre un petit peu du truc. Mais déjà, ils ont fait cette recherche-là. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas grave, au pire. Là, vu qu'on a repris un détective privé, on peut faire intervenir une autre police et un autre médecin légiste qui va pouvoir faire de nouvelles analyses. Et vous savez quoi? Ce n'est pas possible. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi, Mel Story? Parce que la police ferroviaire a dit à la famille, vous faites ce que vous voulez du corps, on n'en a plus besoin, on a fait tous les prélèvements nécessaires, vous pouvez soit l'enterrer, machin et tout, et la famille a décidé d'incinérer Tiffany. Alors là, vous allez me dire, mais la famille est complètement abrutie. Mais le problème, c'est qu'on peut pas les blâmer. Concrètement, la police te dit, c'est bon, on a fait tous les prélèvements nécessaires, on a prélevé tout ce qu'il y avait à faire, on a regardé tout le... Enfin, on a fait notre travail. Concrètement, c'est ça. Ils ont dit à la famille, on a fait notre travail. Maintenant, vous pouvez récupérer le corps de Tiffany et en faire ce que vous voulez, soit l'enterrer, soit l'incinérer, etc. Donc, le peu de choses qu'on aurait pu trouver pour montrer que ce n'est pas un sandwich, c'est mort. Voilà, donc comme ça a été réglé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve que c'est une accumulation de catastrophes. Et je me dis, est-ce que ces gens-là ont la notion quand même que c'est une jeune femme de 18 ans
qui avait des amis, une petite amie, des parents, des cousins, des cousines. Et je sais pas si ils auraient aimé que quelqu'un de leur famille, que l'enquête de quelqu'un de leur famille soit bâclée. Et je suis toujours partisane de ça, et vous le savez, que ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et là, visiblement, bah, ils en ont eu rien à péter. Hein. Vraiment, je pense que c'était une affaire qu'ils n'avaient pas envie de gérer. Ils avaient envie de très vite écourter l'histoire, et ça a été du coup du bâclage de A à Z. C'est un constat. Et là, on attaque encore une autre partie, what the fuck, mais qui n'a pas visiblement inquiété la police ferroviaire. C'est que quand Tiffany a été retrouvée, donc percutée par le train, elle n'avait pas de chaussures, pas de short, pas de t-shirt. Donc elle a été retrouvée, parce qu'en fait sous son t-shirt elle avait une brassière de sport, donc elle a été retrouvée en brassière, culotte et sans chaussures. Alors je veux bien qu'un impact avec un train soit extrêmement violent. Au point de démembrer. Hein. Ça, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais au point de déshabiller un corps, je trouve ça quand même incroyable. Alors les chaussures entre vous et moi, c'est carrément possible. Mais les vêtements, va falloir m'expliquer. Là, va falloir m'expliquer. Ça, c'est pareil, ça ne les inquiète pas. C'est pas grave. Voilà, elle est retrouvée à moitié nue, mais ça, c'est pareil. Question de... Voilà, pour son sandwich, elle voulait être à l'aise, elle a retiré ses vêtements. Enfin, limite, dans leur tête, c'est ça. Genre, elle s'est déshabillée un petit peu avant, et puis voilà. Bon, voilà. N'oubliez pas ces informations, parce qu'elles vont arriver plus tard dans l'histoire. Et vous allez voir que c'est... Là, c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Il faut savoir que du coup, lors de cette enquête, qui n'en est pas une, plus ou moins, parce qu'on peut le dire, ils n'ont interrogé évidemment ni la famille ni les amis. Parce que quitte à déterminer que c'est un sandwich, je pense que le minimum quand même, c'est de demander à la famille et les amis si elle avait un motif pour ça, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à cet acte-là. Mais visiblement, ça aussi, ils en ont rien à carrer. Rien du tout. C'est que le début, putain, ils sont vraiment compétents, leurs conneries. Donc elle avait encore sa culotte, l'enquête avance donc, on est déjà ça. Ouais, des fois les mecs ils veulent en finir pour enlever leur chaussure. Ouais, non mais là Balou, ça veut dire qu'elle se serait... Je rappelle que c'est pas en été, on est aux États-Unis, c'est en pleine nuit. Déjà qu'elle est sortie que en t-shirt et en short, donc elle devait se peler le cul. Mais hormis ça, et tu vas comprendre pourquoi ça ne va pas du tout, mais là, se retrouver en soutif culotte sur des voies, ça me paraît compliqué. Enfin, moi je trouve ça bizarre. Un petit plongeon sur l'arrière, oups, c'est pas visible. Non mais c'est ça, c'est limite, t'as l'impression qu'elle a plié ses petits vêtements. Et puis à la limite, tu te dis, ok, lors de l'impact, elle a perdu ses vêtements. Ok, pourquoi pas, lors de l'impact, ses vêtements se sont peut-être retirés, déchirés, j'en sais rien. Ils sont pas retrouvés. Hein. À côté de la scène du drame, c'est pas retrouvé. Donc, ils se sont envolés. Par miracle, ils sont partis dans les airs. En gros, quasi sans rien, je n'ai jamais entendu ça. Le plus grand du monde, oula, j'ai pas compris, Maudit. Et alors là, ça se lève. Et alors, laisse-la se peler le cul. Bah ouais, non, pas trop. Ils vont dire qu'elle a eu des rapports CC, on ne sait pas qui était. Bah non, Dexou, parce que du coup, ils ne font pas d'expertise pour savoir si elle a eu un rapport tout court, consenti ou pas. Donc comme ça, ce sera réglé. Voilà. La suite, évidemment, ce sera pas la police ferroviaire qui va faire ça, mais la famille va décider de fouiller le téléphone de Tiffany qu'ils ont retrouvé quasiment devant le domicile. Ils vont rien y trouver. Pas de message bizarre qui annoncerait qu'elle est peut-être embêtée par quelqu'un, qui annoncerait que peut-être elle avait vraiment des problèmes au point de vouloir mettre fin à tout ça. Ils vont rien trouver de spécial dans le téléphone. Hello, Zapo, comment ça va? Et donc là, encore une fois, initiative de la famille, heureusement, parce que visiblement, la police ferroviaire, on peut pas trop compter dessus, va décider de remonter les rails, donc sur le chemin qui longe du coup les voies, pour essayer potentiellement de trouver des indices et accessoirement retrouver les affaires disparues de Tiffany. Et là, en fait, lors du témoignage de la famille, ils vont expliquer que, hormis le fait que la zone n'avait pas été protégée, etc., accessoirement, toutes les parties du corps de Tiffany n'avaient pas été ramassées. Donc, c'est-à-dire que la famille va ramasser des morceaux du corps de Tiffany sur les voies, notamment une partie de sa mâchoire et un bout de son crâne. Alors, encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense quand même que le minimum, juste par respect au corps de la jeune femme et
juste faire ton travail correctement parce que hormis la famille, d'autres personnes qui se promèneraient peut-être le long des voies avec leur chien ou quoi pourraient tomber dessus. Je trouve ça carrément limite. Vraiment, je trouve ça carrément limite. Parce qu'à la limite, qu'il y ait des morceaux de corps ou de chair, bon bah ça malheureusement, tu peux rien y faire, mais au point de trouver un bout de mâchoire et un bout de crâne, c'est vraiment qu'ils n'ont pas fait d'effort à ce niveau-là. Donc ça continue sur la lancée de je m'en foutiste, on fait ça vite, on bâcle ça vite, comme ça on est tranquille. Et c'est gentil Zappo, merci. Clairement, Dexto. Hein. Ils vont retrouver quand même un des bracelets de Tiffany le long des rails, donc que sa maman va... La maman ne sera pas présente à ce moment-là, mais que les personnes de sa famille qui seront là vont lui ramener. Et par contre, bah, les vêtements, comme je vous expliquais, les chaussures ne sont pas là. Donc la famille, comme moi, trouve ça bizarre et ne comprend pas pourquoi, quelle aurait été la raison de retirer ses vêtements pour se retrouver là, tout simplement. C'est trop bizarre de trouver un morceau de mâchoire et de crâne, les filles qui sont des gros incapables. Bah ouais, en fait, c'est surtout que c'est la famille. Enfin, je sais pas, t'imagines, il y avait il me semble peut-être qu'il y avait l'oncle, le père. Enfin, t'imagines, tu récupères un bout de corps de ta gamine. Enfin, j'ai même pas envie d'imaginer le traumatisme, quoi. En fait, c'est pas Creepy Story, Tony Star 50, celui qui va faire le moins bien son taf. On en est pas loin, hein, Quentin, vrai, hein, on en est pas loin. Mais je trouve que c'est une histoire vraiment extraordinaire pour le coup, mais pas dans le côté positif, tu vois. Le 3 août 2015, la maman de Tiffany décide d'arpenter la grande allée. Donc la route que je vais vous montrer, je vous la remonte juste ici. Donc l'allée de 1,75 miles pour essayer de voir si potentiellement elle ne trouverait pas des indices concernant sa fille, puisque visiblement elle aurait emprunté, par logique, elle aurait emprunté cette route-là. Et devinez quoi? Elle retrouvera les chaussures de sa fille, ainsi que le bandeau qu'elle avait dans les cheveux, à cet endroit-là. Donc je vous remets le plan. En bas à droite, je vais marquer Shoe and Headband. C'est là où elle a retrouvé les chaussures de Tiffany. Et l'impact site, c'est là où elle est décédée. Vous imaginez, ça veut dire que Tiffany a retiré ses... Alors, admettons que c'est elle qui les a retirées. Elle a retiré ses chaussures à cet endroit-là. Elle a marché toute cette route pour arriver ici, pieds nus. Alors, je veux bien que potentiellement, elle ait eu envie de retirer ses chaussures pour, si c'est le cas, de faire un sandwich. Mais dans ce cas-là, tu les retires juste avant de le faire. Tu ne les retires pas pour marcher pendant 2 km à pied. Ça n'a ni queue ni tête. Sachant que la mère dira dans son témoignage qu'elle a... La manière dont les chaussures étaient mises, c'est comme si quelqu'un soit les avait posées là, soit que quelqu'un l'avait... comme si quelqu'un avait attrapé sa fille et qu'elle en avait perdu ses chaussures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que la mère va dire. Donc, bah, la question va se poser, est-ce que la personne qui a fait ça, est-ce qu'elle aurait posé les chaussures ici? Peut-être que Tiffany les avait au moment de l'accident, ou peut-être qu'elle ne les avait déjà plus, mais est-ce que quelqu'un ne les aurait pas posées ici? Question qui n'aura jamais de réponse, évidemment. Les freins confondus pendant le voyage. Et alors, tu juges sa performance un petit peu, Spino, mais tu vas vite comprendre pourquoi. Et donc forcément, bah, la question se pose, quel est l'intérêt, comme je vous le disais, de retirer ses chaussures aussi loin du lieu où potentiellement tu as envie de te donner la mort? Clairement, ça n'a pas de logique. Forcément, la famille va être obligée, parce que ça reste des indices par rapport à leur fille, de prévenir la police ferroviaire qui va venir récupérer le bandeau et les chaussures de Tiffany, et ils n'en auront plus jamais entendu parler. C'est-à-dire que la police ferroviaire va venir récupérer les affaires. Ils ne vont absolument rien en faire, entre vous et moi. Ils ne vont pas faire d'analyse, ni d'expertise, ni quoi que ce soit. C'est à se demander s'ils ne les ont pas limite jetés à la poubelle. Donc là, tu dis, donc la famille elle-même enquête, parce que la police ferroviaire ne le fait pas. Ils trouvent des indices que normalement, c'était pas leur boulot, c'était pas eux de le faire. Et en plus, donc ils font le boulot à la place des bonnes personnes, et les bonnes personnes en plus récupèrent le travail mâché pour le jeter. Donc là, tu dis, ça commence à faire beaucoup. Hein, ça commence à faire beaucoup. La famille va insister sur le fait qu'elle veut absolument faire analyser les chaussures pour essayer potentiellement de prélever de l'ADN dessus.
Ils vont devoir payer. Oui, ils vont devoir payer parce que sinon ça n'allait pas être fait. Sauf que très clairement, alors je sais plus quel terme ils vont utiliser, mais ce ne sera pas possible parce que les chaussures n'ont pas suivi le chemin de recherche ADN classique pour que ce soit réalisé, donc ce n'était pas possible. Je pense que très clairement les chaussures ont été pas mises sous scellé. Donc potentiellement il y a plein de gens qui ont dû y toucher, donc c'était carrément pas possible de faire des recherches ADN dessus. Donc encore une fois, il y a un indice, il y a quelque chose, on retrouve quelque chose qui peut être analysé, mais ça ne sera pas fait. Ce n'est que le 90e de la série, hein, on continue sur une bonne lancée. Donc la famille, une nouvelle fois, va décider de ratisser les voies qui jonchent du coup la route et la voie ferrée. Mais pareil, ils vont rien trouver de spécial. Ils vont pas trouver d'indices supplémentaires par rapport aux chaussures et aux bandeaux. Et là, comme vous me l'avez dit, mais les pieds de Tiffany, dans quel état ils sont? Toujours est-il que même s'ils ont été sectionnés, ils les ont récupérés. Parce que de ce que j'ai compris, le corps de Tiffany a été sectionné 1, 2, 3, 4, en 4. En gros, les bras et les jambes se sont détachés, mais pas le reste. C'est-à-dire que les pieds sont restés aux jambes et les mains aussi aux bras. Et bah figurez-vous que les pieds de Tiffany n'ont rien. N'ont rien. Je suis désolée, même vous marchez sur une route goudronnée, vous allez avoir à un moment donné une petite blessure au pied parce que bah y a peut-être un bout de verre, il y a peut-être des petits cailloux écorchés et surtout qu'en plus la partie du début où elle marche le long de la voie ferrée, c'est un chemin où la famille a été, où le détective privé a été et ils ont expliqué que déjà en voiture il est très compliqué parce qu'il y a plein de grosses pierres partout et que même le père va le faire à pied ce chemin-là et il va dire que même avec ses chaussures étaient dans un état lamentable. Parce que c'est un terrain, un chemin avec des pierres, donc potentiellement des bouts de verre, etc. Puis c'est le long d'une voie ferrée, donc il peut y avoir des bouts, voilà, quand une voie ferrée est installée ou qu'il y a des trains qui passent, il peut y avoir des débris. Donc les pieds sont nickel. Donc là, la question se pose. Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme tu le dis Spino, l'a amené ici? Et donc la deuxième question se pose, est-ce que quand elle est arrivée, quand on l'a amenée ici, est-ce qu'elle était encore vivante ou morte? Parce que, au vu de la destination, je vous remontre. Donc, on repart lieu d'impact. Enfin, lieu d'impact ici, lieu des choses. Là, en haut, c'est là où elle a eu l'impact sur la voie ferrée. Il est impossible qu'elle ait marché toute cette distance sans se faire mal aux pieds. C'est impossible. C'est même pas scientifique, c'est impossible. Je veux dire, même moi, déjà, quand je marche 5 minutes dans l'appart pieds nus, à tous les coups, je marche sur un petit grain de litière ou quoi, ça me fait une petite griffure. Là, elle avait les pieds nickel de quelqu'un qui était en chaussures-chaussettes. Donc, soit on l'a amenée ici, soit elle est venue ici avec ses chaussures et c'est ses chaussures qui ont été déposées plus loin. Ça, pareil, on n'aura pas la réponse. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la grande allée en question... Bah, très clairement, personne l'emprunte à pied. Comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de trottoir. C'est comme une grande nationale. C'est extrêmement dangereux, surtout le soir, toute seule, à pied. Et même s'il n'y a pas un passage de voiture forcément très conséquent, il y en a quand même quelques-unes. Il y aurait forcément quelqu'un qui l'aurait vu. Surtout, en plus, une femme qui fait 1m80, ça se remarque. On est bien d'accord entre vous et moi que c'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Donc là, c'est à se dire que bah, le trajet qu'elle est censée avoir fait à pied, bah, on a l'impression qu'elle l'a pas fait à pied. C'est comme si elle avait été téléportée de chez elle, directement sur les voies. Donc est-ce que quelqu'un l'a emmenée? Est-ce que elle est montée dans une voiture? Est-ce que, je sais pas, elle a traversé la forêt? On ne sait pas. Si pas de témoins, de preuves, pas de traces, c'est ça. Clairement, Spino, hein. C'est ça. On l'a jeté comme une chaussette sur la voie, on attend le train pour finir l'étape. Peut-être. Et là, bah, le père va à nouveau regarder pour vérifier ses caméras de chasse comme il avait regardé au tout début et où il voyait Tiffany partir. Et là, j'ai eu extrêmement peur. Ça a fait un bruit bizarre, j'ai eu extrêmement peur. Et là, c'est simple, le père va remarquer qu'en plus de sa fille qui semble marcher vers une direction, il y a des phares de voiture qui sont là. Alors, ça peut être un random qui part de chez lui, d'une maison, un voisin ou quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il voit une voiture avec des phares à ce moment-là. Concrètement, pour que leur fille, en 1 minute, elle ait réussi
Parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, mais en une minute, c'est pas possible de parcourir 2 km. Même avec la meilleure des volontés. Donc, la possibilité là qui se pose au niveau des parents, c'est est-ce qu'elle ne serait pas montée dans cette voiture? Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a toujours il y a ces phares de voiture qui apparaissent sur la caméra du papa. Donc, une nouvelle hypothèse se pose aussi. Je te jure, Maudit. Non, 1 minute, Maudit. Et là, en fait, il me semble peut-être que c'est l'oncle de Tiffany qui va parler d'une zone qui se situe entre les rails et entre la route, plus ou moins. Et en fait, c'est une zone où il n'y a rien. C'est un bâtiment abandonné. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'était une maison ou quoi. En gros, c'est une bâtisse abandonnée. Et en gros, derrière la bâtisse, il y a la forêt. Et de l'autre côté, il y a les voies. Et en fait, l'oncle va dire mot pour mot, c'est un endroit parfait pour se débarrasser de quelqu'un. Donc l'oncle, en fait, sous-entend que sa nièce aurait pu être tuée à cet endroit-là parce qu'entre le bruit des trains et la forêt, personne ne peut rien entendre. Il n'y a pas d'habitation aux alentours. Et accessoirement, les voies sont juste à côté. Donc une fois avoir fini le boulot, pour se débarrasser de Tiffany, bah, il la pose sur les voies pour faire passer ça pour un sandwich. Et là, parce que quand même, la police ferroviaire a quand même pris des photos de la scène de drame, heureusement quand même, ils ont déjà fait quelque chose de pas trop mal. Et là, ce que le détective, alors il me semble que c'est un second détective qui va être engagé et qui va lui aussi se mêler à l'affaire, il va remarquer qu'en fait, là où le corps de Tiffany a été retrouvé, il y a une énorme flaque de sang. J'ai pas envie de vous faire un dessin de comment ça se passe quand quelqu'un est percuté, mais concrètement, il n'y a pas une flaque à un endroit, c'est du sang qui part partout, parce que très clairement, c'est comme quand vous écrasez une mouche sur le pare-brise, ça part partout, quoi. Il n'y a pas une flaque de sang à un endroit. Donc un corps humain, ça fait des projections de sang partout, ça ne fait pas une flaque à un endroit. Non, Maudit, j'ai pas les photos, de toute façon, puis j'ai pas envie de vous montrer ça, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Juste, je vous explique. Et bah là, ça confirme plus ou moins qu'elle était potentiellement déjà sur les voies avant d'être percutée. Et peut-être déjà décédée ou en train de se vider de son sang parce que très clairement, cette flaque est suspecte. Elle est carrément bizarre. Évidemment, malgré la photo prise, aucun test ADN sera fait sur cette flaque de sang pour être sûr que c'est l'ADN de Tiffany ou potentiellement celui de quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, on continue dans les bonnes idées. Et là, il y a une autre bizarrerie qui m'a fait tiquer aussi, pour le coup, quand le médecin, quand on l'a fait remarquer. Sur le rapport du légiste, il va écrire que les membres de Tiffany ont été coupés. Et non pas arrachés. Donc, pour faire la distinction, les gars, quand un corps est percuté sur la voie et que le corps est debout, c'est-à-dire comme moi par exemple, bah, les bras et les jambes par exemple vont se détacher parce que c'est avec le choc que vos membres vont se détacher. Là, le fait que le légiste note que les membres ont été coupés, ça ferait plutôt penser à un corps posé sur les voies et qui du coup a eu les membres sectionnés par le passage des roues. Comme si le corps avait été allongé sur les voies et que finalement ça fait tiquer parce que c'est peut-être qu'un mot, mais n'empêche qu'il y a une différence entre les deux. Entre quelqu'un qui se met face au train et où les membres sont arrachés et entre quelqu'un qui est allongé sur les voies parce que potentiellement il est déjà décédé et qui se fait découper les membres. Donc pareil, ça met la puce à l'oreille. Peut-être que du coup elle était déjà décédée et qu'en fait elle a été placée sur les voies et que du coup ses membres se sont retrouvés sectionnés et non pas arrachés. Donc là, on se dit, ok, encore un truc qui va pas. Mais encore une fois, qui fera tiquer personne. Enfin, pas la police ferroviaire. Hein. Ils vont se dire... Je pense qu'ils se sont dit, on voit pas la différence. C'est pareil, dans tous les cas, les membres on sont plus sur le... Enfin, les membres se sont détachés du corps. Le comment du pourquoi. Voilà. La famille va mettre en place. Et là, on atterrit quasiment à la fin de l'enquête. On atterrit sur une partie un petit peu bizarre, comme le reste de l'enquête, ceci dit. Et en fait, la famille va mettre en place un numéro de téléphone pour essayer de recueillir des informations concernant la fille de manière anonyme ou non.
C'est-à-dire que les personnes peuvent appeler en masqué s'ils veulent pas dire leur identité pour dire voilà, je sais quelque chose, etc. Et en fait, un employé d'une supérette va appeler la famille et va leur expliquer qu'il a entendu 3 collègues à lui parler de l'affaire de Tiffany. Kid Pookie. Voilà. Et en fait, il va être interrogé sous serment, lui aussi. Et il va expliquer que les collègues qu'il a entendu discuter de ça ont affirmé que c'était un homicide. Par contre, ils n'étaient pas responsables. C'est-à-dire qu'ils le savaient. Ses collègues savaient que c'était un homicide, mais eux n'étaient pas... C'est quelque chose qu'on leur avait dit. Ils n'étaient pas responsables de l'homicide. Et en fait, l'un des collègues va dire avoir assisté à la fête pour la cousine de Tiffany. Donc, il était chez la famille de Tiffany. Donc, Tiffany était là. Et il va expliquer qu'il y aurait eu une dispute. Je n'ai trouvé aucune information sur cette dispute. Je n'ai trouvé ça nulle part. Je n'ai pas trouvé avec qui elle s'est disputée, potentiellement. Donc, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit. Et en fait, il va dire que suite à ça, 2 femmes et un homme l'auraient fait monter dans une voiture, l'auraient conduite vers la voie ferrée, l'auraient obligée à se déshabiller et auraient pointé une arme sur elle et l'auraient humiliée. Alors ça parle pas d'homicide, hein, mais toujours est-il que c'est ce que le collègue prétend avoir entendu. Qui sont les 2 femmes et l'homme en question? Avec qui elle s'est disputée? Je n'ai pas cette information, je ne l'ai trouvée nulle part. Cette dispute, personne n'en parle nulle part. On parle du collègue qui dit qu'il a entendu justement des collègues à lui parler de ça et savoir ce qui s'est passé, mais c'est tout. Évidemment, suite à ça, les 3 collègues en question vont être interrogés. Les 3 vont démentir et vont dire que ce que leur collègue a dit, c'est faux, que c'est complètement absurde et qu'ils n'ont jamais dit ça. Pas plus pour moi, ça s'arrête là. Voilà, il n'y aura pas plus d'enquête faite sur le collègue qui était présent à la soirée, chez la famille de Tiffany, tout ça. Pas plus pour moi. Il faut savoir que l'affaire de Tiffany va être réexaminée par le bureau du médecin légiste du New Jersey en 2018, donc il y a 4 ans. Et malheureusement, le suicide sera maintenu comme cause... Le sandwich, pardon, sera maintenu comme cause de décès. Parce que, ils ont absolument aucun moyen de vérifier que c'est autre chose, puisqu'il n'y a plus le corps de Tiffany, que tous les indices ont été absolument faussés ou supprimés ou jetés. Donc, très clairement, même si quelqu'un aujourd'hui aurait envie de reprendre l'affaire pour essayer de trouver un autre dénouement et mettre la main sur qui a fait ça, parce que très clairement, entre vous et moi, je pense que vous n'avez plus aucun doute sur le fait que ce n'est pas un sandwich, il n'y a aucun moyen de le faire. Voilà. Et donc là, on va passer à la partie, les gars, des hypothèses que j'ai déterminées en écoutant cette histoire et en faisant des recherches. La première hypothèse que j'ai trouvée, c'est la fameuse amie avec qui elle s'est disputée le soir parce que potentiellement, elle avait utilisé sa carte bleue. On peut se dire que peut-être qu'elle n'est pas rentrée chez elle finalement et que Tiffany, vu qu'elle est restée dehors, elle l'a attendue. Peut-être une dispute a éclaté à nouveau entre elles, peut-être que ça a dégénéré, qu'elle a tué Tiffany sans faire exprès et qu'elle s'est retrouvée dans une situation qui a dégénéré et pour essayer de se protéger et de ne pas être recherchée ou accusée, elle a été déposer Tiffany sur les voies pour faire croire à un sandwich. Première hypothèse que j'ai trouvée. La deuxième hypothèse, pas crédible pour moi, mais qui peut en être une, un rôdeur. Peut-être que Tiffany, elle avait honte de ce qu'elle avait fait, elle venait de se faire fâcher par sa maman, elle s'est dit je vais prendre l'air, je vais aller un petit peu m'aérer, je reviendrai un peu plus tard. Et malheureusement, elle a croisé le chemin d'une personne qu'il ne fallait pas, qui peut-être l'a agressée autant physiquement, voilà, et que il l'a tuée. Et pour finir, du coup, l'a mis sur les voies, pareil, pour faire croire à un sandwich et du coup repartir librement, faire ses activités. La troisième hypothèse possible, c'est le sandwich. Peut-être que Tiffany n'avait pas parlé de problèmes peut-être qu'elle rencontrait, que ce soit au niveau intime, personnel, avec des amis ou peut-être des membres de sa famille, et que c'était devenu trop pour elle et que la seule solution ça serait de mettre fin à ses jours. Mais là vous allez me dire mais pourquoi retirer ses cheveux, il y a trop de trucs qui vont pas. Pourquoi retirer les chaussures super loin de la destination? Pourquoi se déshabiller? Pourquoi... Il y a trop de trucs, ça va pas avec le truc. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi marcher? Bon bref.
c'est une hypothèse envisageable quand même. Et là, j'en ai une quatrième qui a vu le jour, laquelle pour moi n'est pas crédible non plus, mais soit, c'est peut-être son ex-copine avec qui la relation s'est terminée. Peut-être que finalement, elle a pas trop accepté la rupture comme elle le faisait croire. Peut-être que quand elle a découvert que Tiffany avait une nouvelle compagne, elle l'a peut-être mal vécu. Peut-être que du coup, elle s'est rendue chez elle. Pareil, une dispute éclate, ça dégénère et malheureusement, voilà, elle se débarrasse de Tiffany sur les voies pour faire croire à un sandwich et éviter de se retrouver accusée de quoi que ce soit. Et puis la dernière hypothèse que j'ai trouvée, c'est le fameux trio, donc suite au dire du collègue, 2 femmes et un homme qui seraient venus la chercher pour l'humilier, la tuer, et voilà, mais le problème c'est qu'on ne sait pas qui c'est, pourquoi faire ça, quel motif ils avaient. Voilà, voilà, il n'y a pas plus, on n'a pas de réponse à cette histoire. La famille aujourd'hui reste meurtrie par tout ça parce que hormis le fait que ils ont quand même pu faire le deuil entre guillemets parce qu'ils ont eu le corps de leur fille, de leur nièce, etc., qu'ils ont pu l'incinérer, etc., ils n'arrivent pas vraiment à le faire quand même parce que ils savent pas ce qui s'est passé, et autant eux que moi, on reste persuadé que c'est pas un accident, que c'est pas un sandwich non plus, et que très clairement quelqu'un lui a fait du mal, quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes, et qui s'en sont carrément bien sortis parce que derrière, en fait, ils ont été aidés sans le vouloir par la police ferroviaire et par la scène du crime qui a été souillée et par l'enquête qui a été plus que négligée. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui arrive à leur fille ce soir-là. Ils espèrent juste qu'un jour, quelqu'un va parler, que quelqu'un va dire ce qui s'est passé. Mais je pense qu'entre vous et moi, ça n'arrivera pas, malheureusement. Ce genre de personnes ne vont pas assumer leurs actes, clairement pas. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est que ce soir-là, il s'est passé quelque chose très vite. Vraiment très vite. Puisque, comme je vous dis, entre son heure de disparition officielle, c'est-à-dire à peu près 21h28, et le moment où elle est retrouvée, il se passe... allez, 22, 23, 24, 5 heures. À peine. Sachant que 2 heures, c'est l'heure où l'oncle constate que c'est sa nièce, mais le moment où elle est percutée, c'est à 23 heures. Donc vous imaginez finalement, elle a été retrouvée 5 heures après par sa famille, mais officiellement, elle a été percutée à 22h12. C'est-à-dire qu'il s'est passé 22, 23, à peu près 2 heures. En 2 heures, il s'est passé un truc. Qui, quoi, quand, comment. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Et le problème, c'est que le seul avis qu'on a qui pourrait faire penser qu'elle était poursuivie, c'est le conducteur en formation qui va dire que pour lui, elle a bondi sur les voies. Mais encore une fois, on peut pas vraiment se fier à ça puisque déjà, la première déclaration qu'il va faire avec son collègue n'est pas bonne. Et il va revenir dessus. Donc est-ce que la deuxième est bonne? On ne saura jamais. Je pense que déjà, si les conducteurs avaient été honnêtes dès le départ, l'affaire n'aurait pas été classée tout de suite en sandwich. Donc déjà, je pense que les fautifs numéro 1, ça reste les conducteurs qui ont menti. Peut-être par peur d'être accusés de ne pas avoir fait bien leur boulot, par peur de perdre leur travail, peut-être, j'en sais rien. Même si c'est indépendamment de leur volonté, j'ai envie de dire, quelqu'un se pointe sur les voies, vous avez beau être expérimenté, à part piler, après c'est le train, vous pouvez rien y faire, quoi. Je pense que si déjà eux avaient fait des déclarations honnêtes, ça ne serait pas clôturé direct en sandwich, de une. Et peut-être que du coup, par la suite, la scène du drame aurait peut-être été plus respectée. Les policiers auraient peut-être été plus méticuleux. Et je pense que ça aurait clairement changé la donne. Ce qui est extrêmement frustrant dans cette histoire, les gars, c'est que déjà la personne qui lui a fait ça, ou les personnes qui lui ont fait ça, s'en sont sorties. Et n'ont même pas été suspectées, de une. Et de deux, c'est qu'elles ont été aidées sans le vouloir par la police ferroviaire et leur incompétence. Voici l'histoire de Tiffany Valiant. Je vous mets une photo, quand même, pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemblait. Comme je vous dis, c'était une jeune femme qui avait tout l'avenir devant elle et qui n'avait absolument aucune raison de mettre fin à ses jours. Toujours est-il que quelqu'un l'a fait, et ça j'en reste persuadée, la famille l'est aussi. Et cette personne-là vit une vie tranquillement.
Et je trouve ça aberrant. Clairement, je trouve ça aberrant. Donc voilà, je tenais à mettre quand même une photo pour que vous sachiez de qui on parle. Et je me dis que c'est important de parler de ces histoires-là parce que vous voyez, c'est sur Netflix. Vous pouvez tout à fait voir l'enquête. Je trouve ça important de parler d'histoires qui sont pas résolues pour la simple et bonne raison que ça les remet au goût du jour. Et que je me dis que peut-être, alors pas ma vidéo, j'ai pas assez de visibilité loin de là, mais je me dis peut-être que ça peut permettre à des gens de réactualiser l'histoire et peut-être parfois de se souvenir de quelque chose, d'un indice, de quelque chose qu'ils auraient pu voir ce soir-là, des Américains qui vivaient à côté de chez elles, peut-être qu'ils auraient su... Peut-être qu'ils ont oublié de dire quelque chose à la police. Donc voilà. Voici l'histoire de Tiffany Valiant. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé ce soir-là. Et je trouve ça frustrant. Déjà en tant que personne extérieure. Donc je n'imagine même pas à la place de la famille. Voilà. Comme je vous l'avais dit, cette histoire, elle est incroyable. Mais pas dans le bon sens. Elle n'est pas incroyable parce que tu te dis... Il y a eu tellement de protagonistes qui ont fait du n'importe quoi. Parce que c'est ça en fait, c'est que tu dis c'est pas une personne qui a fait de la merde. C'est que c'est un combo de personnes sur la même enquête qui ont fait du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Et vous vous rendez compte, la famille a dû investir de l'argent. Je rappelle qu'aux États-Unis, ça coûte... Enfin déjà en France ça coûte très très cher les détectives privés, etc. Donc ici aux États-Unis je n'imagine même pas. Ils ont dû payer des détectives privés, ils ont dû payer pour espérer avoir de l'ADN exploité. Enfin, ils ont investi des fonds financiers que certainement ils n'avaient peut-être pas pour rien, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas avancé et qu'ils n'ont pas été écoutés et que personne ne s'est dit « Ok, peut-être qu'ils ont raison, ils connaissent certainement mieux leur fille que nous, c'est peut-être pas qu'un sandwich. » Voilà cette histoire, j'espère que ça vous a plu. Moi, elle m'a autant passionnée que dégoûtée, je pense que c'est un mix des deux, clairement.